Donc on va corriger le TD changement d'état. Donc en début du TD, donc les hypothèses suivantes sont à connaître et à utiliser. La vapeur sèche et saturante est considérée comme un gaz parfait. Donc en gros, tout gaz est considéré comme un gaz parfait, donc ça on l'a dit et redit. Et on considère que le volume occupé par la phase liquide est négligeable devant le volume occupé par la phase vapeur. Alors là, je vais traduire un peu ça. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que généralement, quand on travaille en thermodynamique, c'est qu'on travaille dans une enceinte qui présente un volume éventuellement variable, donc c'est un piston, d'accord, donc le piston, voilà, c'est ça, et donc qui peut bouger vers le haut ou vers le bas. Il peut éventuellement être bloqué, dans ce cas-là on travaillera à volume fixe dans une enceinte indéformable, et il peut avoir des parois diathermanes ou donc qui laissent passer les transferts thermiques, ou athermanes qui au contraire les interdit. Donc voilà, le dessin de base du thermodynamicien, c'est vraiment le piston, quoi. Donc généralement, vous verrez ce petit dessin, je vais le faire et refaire un nombre de fois impressionnant dans le cours de thermo. Et donc quand on a des équilibres liquide-vapeur, ben, généralement, on va le voir avec les applications numériques, mais on pourra toujours considérer que même s'il y a un équilibre, le volume du liquide, donc qui est évidemment au fond, est généralement très très inférieur au volume de la vapeur, qu'on va considérer donc comme un gaz parfait. Donc ça là, ces hypothèses là, que la vapeur donc c'est un gaz parfait et que le volume du liquide est très très inférieur au volume de la vapeur, ça c'est vraiment le départ de quasiment tous les exos de thermo. Donc enfin de thermo, ou en tout cas il y a équilibre liquide-vapeur, et de thermo en général pour l'utilisation d'un piston et l'utilisation du modèle du gaz parfait pour les gaz. Donc la première question sur donc ce TD, c'est quelle est la masse volumique de l'eau liquide dans les conditions usuelles de température et pression. Donc là, tout le monde sait que 1 kg d'eau est contenu dans 1 litre, ou si préférez qu'un litre d'eau liquide pèse 1 kg. Alors évidemment, si vous écrivez avec à cette question-là, que la masse volumique de l'eau, donc c'est 1,0, allez soyons fous, je tente 2 chiffres négatifs, donc masse volumique kilogramme par mètre cube, j'allais dire, c'est déjà culturellement c'est absolument évident à savoir, donc 1 litre d'eau pèse 1 kg, ce qui veut dire que 1 mètre cube, donc 1 mètre cube, c'est quand même 3 baignoires, ça va peser 1000 kg, autrement dit 1 tonne. Alors vous imaginez un cube d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ça remplit déjà pas mal votre chambre, et si vous devez le déplacer, qui contient de l'eau, vous allez galérer puisqu'il pèse 1 tonne. L'homme le plus fort du monde a réussi à soulever 500 kg, il n'y est pas encore. Donc voilà, juste pour faire un peu plus précis, là vous avez la table donc des valeurs des masses volumiques en fonction de la température. Alors culturellement il y a quelque chose à savoir ou pas, c'est pas très important, mais le maximum de la densité de l'eau se situe à 4 degrés, voilà, ici, d'accord. On est évidemment là en kilogrammes par mètre cube, donc on est autour des 1000 kg par mètre cube, et vous voyez que en gros à 25 degrés on serait pas à 1,00 comme j'ai écrit, mais à 0,997, d'accord. Donc l'erreur que je commets en écrivant 1,00, elle est de 3 pour 1000, d'accord, ce qui est relativement faible, même si on change de température, vous voyez, ça reste toujours autour de ces valeurs-là. Voilà, on peut chercher dans les températures même plus élevées. Bon voilà, si je suis à 75 degrés, je suis un peu moins dense. C'est pas non plus affligeant, on a une erreur de 3%. Bon, tout ça pour dire que c'est à savoir, voilà. Donc ensuite, autre question, quelle est la masse volumique de l'eau à l'état vapeur à 25 degrés et 1 bar? Alors là on parle de vapeur pure, donc à 25 degrés et 1 bar. Donc là, si on a de la vapeur pure, on applique donc le modèle du gaz parfait, donc PV
égale nRT, et donc moi ce que je cherche c'est la masse volumique. Donc il me faut le volume, hein, la masse pardon, donc je vais la faire apparaître, j'ai simplement divisé par la masse ici, par la masse là, et donc je fais apparaître ici P sur ρ égale RT sur M, ou si vous préférez, écrite un peu plus joliment, PM sur RT égale ρ. Ça, c'est l'équation des gaz d'état en version intensive. C'est-à-dire que je n'ai que des grandeurs intensives. Masse volumique intensive, masse molaire intensive, pression intensive et température intensive. Donc, pour calculer la masse volumique d'un gaz, je peux directement utiliser cette formule. Alors cette formule, hein, ρ égale PM sur RT, elle est, j'allais dire, presque à connaître par cœur, enfin je vous conseille de la connaître par cœur, autant que PV égale nRT, hein, c'est la version extensive et la version intensive. Et donc là, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique, sans se tromper dans les unités. Donc si on fait attention, on a un bar. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascal, ça c'est à savoir. La température, elle est de 25 degrés Celsius, et ça correspond à 273 Kelvin de plus, entre guillemets, donc 298 Kelvin. D'accord. R, normalement il est donné dans l'énoncé, mais pareil, je vous invite à l'apprendre. 8,31 joules par Kelvin par mol, pareil, avec son unité. Et il me manque la masse molaire. Alors la masse molaire de l'eau, bon, pareil, ça c'est à savoir, hein, H2O, hein, tout le monde connaît la masse molaire de l'hydrogène 1 et celle de l'oxygène 16, donc on est à 18. Alors attention, on est en grammes, 18 grammes par mol, là on doit travailler uniquement avec des unités SI, donc 18 fois 10 moins 3 kg par mol. Et là je suis uniquement en unité SI avec donc ces 4 valeurs. Et voilà. J'ai plus qu'à remplacer, hein, dans ma fraction là. Donc pour ça on peut faire le calcul avec une calculatrice, hein, si on veut être un peu plus précis. Donc dans mon cas ça s'appelle Python. Donc j'ai 1 exposant 5 fois 298 fois PM, donc 18 exposant moins 3 sur, entre parenthèses, donc, et donc on arrive à 0,72, donc c'est quoi l'unité? 0,72 kg par mètre cube. Alors, je vous rappelle que ça c'est pour donc la vapeur. Pour le liquide, on a vu qu'on était à environ 1000, d'accord, donc 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc on a quand même un facteur 1000 entre les deux, hein, d'accord. Alors si la valeur exacte de la masse volumique de la vapeur n'est pas à connaître, en revanche son ordre de grandeur est à connaître, c'est-à-dire que 1 mètre cube de gaz, de façon générale, ça pèse autour de 1 kg, d'accord. Alors que 1 mètre cube d'un liquide pèse plutôt autour de 1000 kg, hein, que ce soit de l'eau, même de l'huile. Bon, l'huile c'est évidemment moins dense, on sera plutôt autour de 800 que 2000, mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Et ça, il faut les avoir en tête, hein, pour ne pas dire d'ânerie. Alors, dans le TD, je vais regarder la question 4, avant la 3. Quel est le volume donc d'un kilo d'eau liquide dans les conditions usuelles de température et de pression? Et pareil pour la vapeur. Donc, on vient de le dire, donc 1 kilo d'eau, donc enfin plutôt ici 1000 kg au cube 1 mètre cube, donc 1000 kg au cube 1000 litres, 1 kg va occuper 1 litre. D'accord, donc finalement la question c'est quel est le volume d'un kilogramme, donc en gros quel est le volume massique. D'accord, donc le volume massique c'est l'inverse de la masse volumique, hein. Donc le volume massique, on note déjà en petit v, hein, du liquide
pour l'eau, hein, ça va être donc 1 litre par kilogramme, d'accord. Et pour la vapeur, l'inverse de ce qu'il y a écrit là, hein, donc c'est 1 sur ρ V, c'est-à-dire 1 sur 0,72. Alors là, si je fais ça, j'ai la réponse en mètres cubes par kilo, hein. Donc je vais avoir, faut faire le calcul, 1 sur 0,72. À peu près 1,4, bon l'ordre de grandeur c'est toujours à peu près, ça reste 1, donc 1,4, donc là j'ai mètres cubes par kilogramme. Alors évidemment si je veux pouvoir comparer ces deux grandeurs, soit je mets celle-là en mètres cubes, donc 10-3 mètres cubes par kilogramme, donc c'est à dire que 1 kg d'eau liquide n'occupe que 10-3 mètres cubes. Donc dans un mètre cube, si vous avez que de l'eau liquide, elle ne fera vraiment pas grand chose. Alors que justement, 1 kg de vapeur est capable, lui, d'occuper 1,4 mètre cube. Donc, en ordre de grandeur, on a quand même un gaz va occuper un volume 1000 fois plus grand qu'un liquide. D'accord. Donc toujours pareil, avoir l'idée de ces ordres de grandeur. Dernière question donc, que j'avais sauté, la question 3. La question 3, donc, quelle est la pression de vapeur saturante de l'eau à 100 degrés Celsius? Donc ça, tout le monde la connaît, sans forcément le savoir a priori. Quelle est la pression de vapeur saturante de l'eau à 100 degrés? Donc la pression de vapeur saturante, je vous rappelle, hein, on pouvait la lire donc, sur le diagramme PV, d'accord, à l'équilibre liquide-vapeur. Donc ici on n'avait que du liquide, ici on n'avait que de la vapeur, et là on avait le palier d'équilibre. Et donc quand vous avez équilibre entre le liquide et la vapeur à 100 degrés, c'est que vous êtes justement en train de faire de l'ébullition, dans le cas particulier de l'eau, et ça on sait que c'est justement à la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, bon, sans aller dans les détails, hein, elle vaut à peu près 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. D'accord. Alors les jours de dépression, quand il fait pas beau, elle va être un peu inférieure à 100 hectopascal, hein, l'unité des météorologues, hein, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal, 1000 hectopascal, pardon, 1000 hectopascal pour la pression ambiante, et quand on est dessous, donc autour de 990-970 hectopascal, il fait pas beau, et au-dessus de 1000, il fait plutôt beau. D'accord. Bon. On peut aussi voir cet équilibre sur le diagramme PT, hein, sur le diagramme PT de l'eau, à connaître également, hein, on l'a déjà vu dans le cours, avec la courbe de fusion qui a une pente négative, ici le point critique, le point triple. Et donc là on a température élevée, basse pression, on a la vapeur, ici on a le liquide, ici on a le solide, et donc quand on a équilibre liquide vapeur, on est quelque part là par exemple. Et donc là, si on est à 100 degrés, c'est que ici on est donc à 10 puissance 5 pascal. Voilà. Si jamais on a une température, si on est à pression en tout cas, si on est à cette pression-là, et qu'on est à une température inférieure à 100 degrés, on sait qu'on est quelque part là, on est dans le liquide. Si jamais on est encore plus bas, on peut avoir que du solide. Voilà, et donc si on est pile à 100 degrés, on sait qu'on a l'ébullition, et donc on sait que la pression de vapeur saturante, on est sur le palier ici, on la note généralement PS ou P étoile, on est donc à 10 puissance 5 pascal.